Ah ben les amis, vous êtes là, quel bonheur. Écoutez, prenez place, je vous rejoins tout de suite. Sentez-vous comme chez vous, vous l'êtes. Je vous retrouve, à tout de suite. Ah, quel bonheur. Il va falloir préparer du café, évidemment, quand on a du monde. On prépare de belles choses. En attendant, bienvenue dans cette belle maison, tout à fait dans l'esprit de ce qui nous intéresse cet après-midi, l'architecture balnéaire, l'architecture de vacances. On connaissait la Normandie, on connaît les beaux sites en Bretagne, mais savez-vous que la Charente-Maritime, avec Royan bien sûr, Châtelaillon d'autre part, Saint-Georges de Didonne et évidemment La Rochelle, collectionne des très belles architectures liées à villégiature. Et vient de sortir, et c'est l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, un trésor, un énième trésor. C'est signé par... c'est signé par Jean-Louis Mahé, 120 belles villas à Fouras. Voilà, on parle moins de Fouras, c'est plus modeste, mais comme toujours, les trésors sont dans la modestie. Jean-Louis, merci de nous rejoindre ici. Ça fait un peu balnéaire ici, on pourrait être dans une de ces maisons de Fouras. On s'y croirait, oui. Ouais. Très bien. Bon, alors Fouras, c'est connu par le père Fouras, pour ceux qui regardent un peu la télé, Fort Boyard. C'est connu par ceux qui s'intéressent à l'histoire, parce que les Anglais sont quand même venus nous chatouiller bien des fois, ont même tenté de remonter la Charente jusqu'à Rochefort, il fallait protéger Rochefort. Le site a donc été fortifié, l'objet des fortifications de la zone de Fouras. Et puis arrive une bonne nouvelle un jour, des congés, arrive le train, arrive la joie de vivre, le 19e fini, le 20e va démarrer, la villégiature, les résidences de vacances. Alors, on a des sous, on a des hôtels particuliers, on a moins de sous, on a une petite maison modeste, mais on met du soin dans la décoration. Quelques siècles d'histoire en quelques minutes. Et puis, vous avez un photographe, c'est pas le tout de les voir, de les repérer, de les commenter. Jean-Louis, il faut ensuite les photographier. Oui, c'est tout un travail, effectivement, et donc c'est Cyril Vivier qui s'est promené beaucoup dans Fouras et qui a mis en valeur les détails d'architecture que je voulais montrer pour retracer un peu l'histoire de cette station balnéaire qui, il est vrai, est moins renommée, mais qui mérite le détour. Alors comme toujours sur nos côtes, ça commence par un petit port de pêcheurs, un petit peu comme La Rochelle, un petit peu comme Châtelaillon, un petit port de pêcheurs. Et puis après, ça mute, on s'aperçoit que la zone est quand même à protéger parce qu'on a construit Rochefort derrière. Des gens sont venus s'installer, travailler, des belles carrières, qu'on fait des belles maisons, qui voulaient des maisons de vacances. Coup de fouet à nouveau sur la presqu'île. Oui, tout commence parce que c'est un endroit stratégique, donc avec un intérêt militaire dès le Moyen-Âge, et donc très rapidement, ça devient une place forte à partir de la création de l'arsenal de Rochefort. Donc c'est quand même une ville militaire, avec des pêcheurs bien entendu pour la vie quotidienne, mais c'est aussi contraint par des servitudes militaires, ce qui fait que le site est un peu contraint, mais à partir du Second Empire se développe la mode des bains de mer, et alors Fouras participe à cette mode aussi, surtout de la part des Rochefortais, puisque géographiquement c'est la ville la plus proche de Fouras. Oui, parce que ce qui fait de succès d'habitude des stations balnéaires, c'est qu'on vient de loin, on vient de Paris souvent avec le train, mais là ça démarre un petit peu plus tôt avec les gens du coin. C'est les gens du coin qui démarrent Fouras. Oui, parce qu'il y a un facteur fondamental dans les stations balnéaires, c'est le chemin de fer qui permet d'amener justement les villégiateurs. On parle pas encore de touristes. Et au début, ce sont les Rochefortais. Et puis après, le train arrive. Alors en deux fois, en 1873 jusqu'à Saint-Laurent-de-la-Prée sur la ligne entre Rochefort et La Rochelle. Et puis après un embranchement 10 ans plus tard, qui permet aussi à la station de se développer assez rapidement d'ailleurs. Elle se développe sur le modèle des autres, c'est-à-dire qu'il faut un casino, il faut des bains, il faut une plage, Là, on n'est pas très gâtés, mais on a de la vase. Peut-être que ça peut aider au plan thermal. Oui, on fait avec les atouts qu'on a et du coup effectivement les plages sont assez petites, mais il y en a 3 quand même. Et puis après il y a la Vase puisqu'on a l'embouchure de la Charente. Et alors un des maires du début du fin 19e début 20e met en valeur le côté thérapeutique de ces bains de mer dans la Vase. Donc vous voyez on essaye un peu de tourner les choses à son avantage, mais ça fonctionne bien et surtout le casino cristallise tous les loisirs balnéaires.
Alors Jean-Louis, vous avez signé une trentaine de bouquins, beaucoup consacrés à l'histoire, l'architecture, les belles maisons. Quand c'est La Rochelle, bon, là, on fait dans le mille, il y a de la fortune, donc il y a de beaux bâtiments. Là, il y a de très beaux bâtiments, vous en avez choisi 120. Mais on n'est pas dans la magnificence des grands hôtels particuliers, des armateurs rochelais, mais néanmoins, on est dans un charme fou. Et il y a quand même des classifications, soit on a un peu de sous, on a inspiré un peu Castel, soit on a inspiré un peu Pays Basque et on ramène des maisons un peu genre basque. Il y a tout un panel de constructions qui vont comme celle qui est la villa La Jetée, celle qui est en couverture, qui est vraiment Star. elle est vraiment exceptionnelle, cette villa. Et après, il y a des villas balnéaires qui sont sur la côte nord, vers l'océan. Mais après, dans l'intérieur, dans les lotissements balnéaires, on a aussi toute une partie de constructions beaucoup plus modestes, souvent qui ont été édifiées dans l'entre-deux-guerres et qui correspond à une démocratisation un petit peu aussi du loisir balnéaire, du rêve balnéaire, hein, puisque c'est souvent à l'initiative d'une petite et moyenne bourgeoisie qui accède à ce rêve balnéaire en construisant des maisons beaucoup plus modestes. Quand on a un petit peu de moyens, on multiplie les matériaux. Si on peut mettre un peu de calcaire, parce que c'est la base, mais avec de la brique qui vient s'insérer, c'est pas mal. Il y a du bois, ça et là. Est-ce qu'il y a eu des maisons bois, une tendance des maisons bois moins chères au début, peut-être? Je ne sais pas. Il y a eu des chalets en bois, effectivement, mais bon, c'est un matériau quand même très fragile, hein, surtout en bord de mer. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de construction en bois dans la plupart des stations balnéaires, hein, d'ailleurs. Et celles qui ont résisté, évidemment, c'est celles qui ont du bois dans leur ornementation en particulier, hein, les lambrequins par exemple, mais ça nécessite quand même un entretien constant et assez soigneux pour que ça reste. Sur les ornements, on a vu, c'est très bien illustré par les photos de Cyril, des tas de petits détails de faïence, de céramique par-ci, un peu de métal par-là, des frises, des fresques. Il y a du soin, enfin tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la volumétrie, on l'a fait dans le soin au millimètre de ces petites choses. Oui, le balnéaire se caractérise surtout par le côté joyeux de la décoration. Donc on met de la couleur, on joue avec les matériaux. Et justement, là, ça a été la science de l'œil du photographe de mettre en valeur, d'aller dénicher ce petit détail qui fait la différence et qui n'est pas forcément très visible. Quand on passe, on voit globalement, mais on ne s'attarde pas sur ces détails. Et justement, le rôle du photographe, c'est de mettre en valeur le moindre détail, la céramique, voilà, le nom de la maison. Il y a plein de petites choses comme ça que si on y est attentif, et ce livre aide justement à être attentif, on peut découvrir des choses assez parfois émouvantes, parce que c'est un rêve. Jean-Louis, on dit que la commune allait 1860 par là, mais la station naît à peu près à cette époque-là. À quel moment elle commence à décliner? Elle fait comme toutes les autres un passage du beau siècle là, et puis tout à coup ça s'évapore en même temps que les riches s'évaporent ou que l'industrie prend un coup? Alors, le fait qu'elle soit la station des Rochefortais, hein, contrairement à, par exemple, Châtelaillon, qui est plus la station des Rochelais, elle est liée aussi au destin économique de Rochefort. Et dès le début du XXe siècle, l'Arsenal, qui est quand même le poumon économique de Rochefort à cette époque-là, connaît des difficultés. Il est sauvé par Pierre Loti en particulier, voilà, mais il doit fermer ses portes en 1927, ce qui a forcément des répercussions sur Fouras et son avenir. Alors à cela s'ajoute la crise de 1930, mais malgré tout, cette petite et moyenne bourgeoisie que j'évoquais persiste et continue à faire édifier des constructions très modestes, mais il y a toujours un petit détail qui évoque cet aspect balnéaire, hein. Comme je le disais, le rêve balnéaire, c'est vraiment quelque chose de concret. Il y a toujours deux choses qu'on a envie de savoir. La première, c'est un petit peu comme pour l'île de Ré, mais y a-t-il des personnalités qui sont venues marquer de leur empreinte, soit aristocratique, parce que c'était des aristos européens qui venaient là. Et puis d'autre part, un jeu qui aussi regardé le nom des maisons. Il y a quand même une créativité dans la façon d'appeler les maisons, la gamine, la coquine, ou autre chose. Oui, il y a toute une typologie de ces
c'est une mode qui a été surtout au début du XXe siècle jusqu'à 1914, mais qui se poursuit encore aujourd'hui. Il y a toujours, mais souvent les maisons changent de nom parce que parfois on donne le prénom de l'épouse, des enfants, des choses comme ça, des choses assez personnelles qu'on donne à voir du coup. Et effectivement, les villas changent de nom. Alors moi, je l'ai un peu étudié sur une grosse partie des villas ici, dans leur histoire, on voit les changements de nom aussi. Donc voilà, c'est assez émouvant. Vous évoquiez Pierre Loti, et d'autres seraient passés ou auraient marqué encore, non? Alors Pierre Loti, c'est pas dit, mais après il n'y a pas de personnages extrêmement connus qui sont venus, beaucoup de personnalités de la région, même de La Rochelle aussi, qui sont venus, qui ont eu des maisons, mais surtout une clientèle régionale quand même. À quel endroit dans la géographie de Fouras ça commence, les bains de mer? Sur la plage nord ou au petit bois, le petit bois vert? Alors c'est au bois vert parce que, comme je le disais au début, au début de la station, c'est une place forte militaire avec des servitudes militaires. Donc il y a des contraintes terribles d'urbanisme. Et du coup, le petit bois, le bois vert qu'on appelle, où il y a le casino encore aujourd'hui, c'est là que tout démarre. Et après, sur la plage nord, puisque c'est un peu éloigné quand même, c'est en dehors des servitudes militaires, et là, il y a un lotissement balnéaire, la Garenne, qu'on appelle, qui est encore aujourd'hui le lotissement balnéaire de Fouras. Alors, je me livrerai à un exercice. On va mettre en scène Cyril tout de suite. Cyril, dans votre objectif, grâce à la complicité que vous avez avec Jean-Louis, vous alignez d'une part cet hôtel particulier, ce château, qui s'appelle le château de la Jetée, pas le château, la Jetée, s'appelle la Jetée. Vous l'avez en ligne de mire, le voilà. Et tout à coup, vous avez celui-ci. Lequel a votre préférence? Il y en a un qui a votre préférence ou les deux valent? Et on filme pas d'un meilleur. Approchez-vous un peu. Alors, j'ai plutôt un charme préférentiel pour la rouge, parce que justement parce qu'elle est modeste, personnelle, et je pense qu'à l'intérieur elle a été plus authentique, que la Jetée a été décorée autrement. Parce que des bâtiments comme celui-ci, à la fois on arrive, il faut saisir, capter la monumentalité, il faut faire rentrer le volume dans l'appareil, puis dès qu'on regarde dans le détail, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on n'en finirait plus. C'est ça, on n'en arrête plus. Mais il faut qu'on se consacre à ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, il faut l'émerveiller. Allez, vous êtes un peu comme nous tous, on connaît tous Fouras, mais on est quand même un peu néophyte de ce Fouras-là. Est-ce que vous avez gardé des bonnes surprises, je sais pas, d'un ornementage? Les ornements, là-bas, il y a des détails, soit des formes, soit des couleurs, soit des... Et vous avez des coups de cœur? Une grande diversité de par les moyens qu'on y met à justement ces maisons de Fouras. Elles sont toutes différentes. Et elles ont toutes une personnalité différente. Et quand on voit que les Fourasiens gardent leur maison et les entretiennent, c'est toujours très bien, très agréable. Il a été assez docile ou non, il fallait tenir la bride? Non, autonome, on préparait en amont parce que moi j'avais donc le corpus, je l'ai fait avec Benoît Lacoste, donc qui nous a aidés. Qui est le conservateur du musée du Fort Vauban. Qui connaît très très bien Fouras, bien entendu, et qui est très connu à Fouras aussi. Donc on a constitué le corpus des villas, et ensuite, avec Cyril, on a travaillé sur ce que je voulais, et puis après je lui ai laissé, il est autonome, il est photographe, c'est son métier, donc je l'ai laissé libre après d'arpenter les rues, de faire comme il voulait, il me donnait les photos, et après le tri me revenait par rapport à ce que je disais. Voilà, c'est un travail une symbiose, mais une autonomie quand même. Ces photos sont conformes à la vision que vous faisiez de Fouras avant de filmer. Même mieux. Parce que c'est toujours ça le talent du photographe. Je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'il est là, mais mais c'est vrai que il valorise quand même beaucoup le travail du photographe. Voilà, c'est un travail, c'est pas n'importe qui fait des photos, n'importe qui fait des photos, mais des vraies photos, c'est autre chose. Un chef d'orchestre, il s'appelle Jean-Louis Mahé, il est historien et il en est à plus d'une trentaine d'ouvrages aujourd'hui, dont le dernier sur les villas de Fouras qui vient de sortir. Un complice, Cyril Vivier, dans les rues de La Rochelle, vous vous perdez, vous retrouvez très vite parce que vous tombez toujours sur lui. Il hante les rues avec bonheur, les rues de La Rochelle, et puis Benoît Lacoste sur place qu'on salue et on remercie toute l'équipe de Fouras et tous ceux qui, au travers du temps, ont su préserver ces maisons parce que même si c'est pas trop de sous par rapport à des châteaux, à Versailles, etc., on a quand même un peu d'argent à mettre parce que ça revient de loin, l'humidité, les moellons,
Oui, ce que je disais, hein, on est au bord de la mer et puis c'est une architecture quand même où il y a beaucoup du paraître et donc il y a beaucoup d'entretien. C'est très important que la maison soit toujours bien peinte, bien nettoyée, voilà. Jean-Louis, on est les premiers à le recevoir. Il est à disposition à partir de quand, où? Dans les bonnes librairies, j'imagine. Alors il est déjà en distribution, hein, donc on le trouve dans les librairies. Alors peut-être pas au jour le même, au jour d'aujourd'hui, mais alors le lancement officiel c'est samedi toute la journée à Fouras, rue de la Halle, à la Maison de la Presse. Voilà. Les amis, allez boire un coup, vous allez voir. Ils sont capables de sortir Père Fouras, là, et puis vous faire des autographes à Père Fouras. Vous laissez pas bouffer la... Ah bah oui, non mais c'est vous la star, hein, c'est pas Père Fouras. Hein. Voilà les amis, vous connaissiez pas Fouras. Vous connaissez Arcachon? C'est comme Arcachon mais en plus petit, voilà, et en moins contraint. Bon, à bientôt pour une prochaine édition, mais il faudra un petit peu de temps. Dans 15 jours. Bon, en tout cas, maintenant on vous appelle Monsieur 40 000, chaque fois que vous faites un sujet, c'est 40 000 vues qui partent partout sur le net, dans le monde entier. Si vous nous écoutez du monde, Fouras, c'est aussi dans le monde. Alors, à bientôt les amis. Merci Marilyn pour ces belles images. Merci Cyril. Merci Jean-Louis.